Allez, c'est parti, on s'attaque à un morceau absolument essentiel du programme de NSI, les graphes. L'objectif est clair, à la fin de cette session, on aura toutes les cartes en main pour comprendre, modéliser et coder avec les graphes. Bref, pour être vraiment solide sur ce sujet, le jour du bac. Voici notre feuille de route. On va commencer par le défi, le problème de base. Ensuite, on verra comment le modéliser avec les graphes, puis comment on implémente ça en Python. On appliquera tout ça à un cas concret et on terminera avec une synthèse spéciale bac. On y va. On commence donc avec la première partie, le défi des réseaux. La grande question c'est, face au chaos apparent du monde numérique, comment l'informatique fait-elle pour y mettre de l'ordre? Pensez-y une seconde. Le web, les réseaux sociaux, les systèmes GPS, ce sont des réseaux gigantesques, avec des milliards, voire des milliers de milliards de points connectés entre eux. Comment une machine arrive-t-elle à trouver son chemin là-dedans? Pour rendre ça concret, prenons un exemple que tout le monde connaît, Wikipédia. Imaginez Alice qui navigue de lien en lien. La question se pose, existe-t-il un chemin entre la page intelligence artificielle et la page philosophie? Et si oui, comment trouver le plus court? À la main, c'est tout simplement impossible. On a besoin d'une méthode, d'un modèle. Et ce modèle, cet outil formidable, c'est le graphe. C'est ça le cœur de la démarche scientifique en NSI. On prend un problème du monde réel qui a l'air extrêmement complexe et on le traduit en un objet mathématique simple, logique, sur lequel on peut enfin raisonner et calculer. C'est toute la puissance de l'abstraction. Et vous allez voir, la définition est presque déconcertante de simplicité. Un graphe, ce n'est rien de plus que des points, qu'on appelle des sommets, et des lignes qui les relient, qu'on appelle des arcs. C'est tout, c'est le squelette de notre problème. Le sommet, c'est l'entité, la chose. Dans notre exemple Wikipédia, chaque page est un sommet. Sur une carte routière, chaque ville est un sommet. Sur un réseau social, chaque personne est un sommet. C'est notre unité de base. Et l'arc, c'est la connexion, la relation entre ces sommets. C'est le lien hypertexte entre deux pages, la route entre deux villes, ou le lien d'amitié entre deux profils. C'est ce qui donne sa structure au réseau, ce qui lui donne vie. Alors là, attention, c'est un point absolument crucial. Toutes les relations ne se valent pas. Quand on s'abonne à un compte sur Instagram, ça ne signifie pas que ce compte s'abonne à nous en retour. La relation a un sens unique, c'est un graphe orienté. À l'inverse, quand on est ami sur Facebook, la relation est réciproque par définition. C'est un graphe non orienté. Choisir le bon type de graphe est la toute première étape de la modélisation et elle est décisive. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut représenter cette distinction de façon très simple. La flèche, dans le graphe orienté, porte l'information essentielle, le sens de la relation. Le simple trait dans le graphe non orienté montre la symétrie. C'est ce langage visuel à la fois simple et rigoureux qui nous permet de communiquer la structure du problème à la machine. D'accord, on a notre modèle, mais en NSI, l'objectif final, c'est bien de faire travailler la machine pour nous. On passe donc à l'étape suivante. Comment transformer cette belle idée abstraite en du code Python concret et fonctionnel? C'est la grande question de l'ingénierie logicielle. Comment est-ce qu'on traduit cette structure de sommet et d'arc dans la mémoire de l'ordinateur en utilisant les structures de données que l'on connaît? Pour le programme de terminal, il y a deux grandes stratégies à maîtriser. Elles ont chacune leurs forces et leurs faiblesses, et il est indispensable de les connaître toutes les deux sur le bout des doigts. Première méthode, la matrice d'adjacence. Imaginez un grand tableau à deux dimensions. Si on a n sommets, on crée un tableau n par n. La case à la ligne I et à la colonne J va contenir un 1 s'il y a un arc du sommet I vers le sommet J et 0 sinon. C'est une approche directe, un peu force brute, mais qui a le mérite d'être simple. Deuxième méthode, souvent plus élégante, le dictionnaire d'adjacence. Ici, l'idée est différente. Chaque sommet est une clé dans un dictionnaire Python. Et la valeur qui est associée à cette clé, c'est tout simplement la liste de ses voisins, c'est-à-dire la liste des sommets vers lesquels il a un arc. Alors attention, ce tableau, c'est le point stratégique pour le bac. C'est ici qu'on montre qu'on a une compréhension fine des enjeux. Regardons la ligne mémoire. La matrice est en haut de n carré. Concrètement, ça veut dire que si on double le nombre de sommets, on quadruple la mémoire nécessaire. C'est catastrophique pour un graphe avec des millions de sommets, mais peu de connexions chacun, comme un réseau social. On stockerait des millions de zéros pour rien. Le dictionnaire, lui, ne stocke que les connexions qui existent vraiment. Il est donc bien plus malin pour les graphes peu denses. Le jour du bac, il ne suffit pas de connaître ces deux méthodes. Il faut savoir choisir la plus pertinente pour un problème donné et surtout savoir justifier ce choix avec ses arguments de complexité. Bon, assez de théorie, passons à l'action. On a le modèle, on sait comment le coder. Voyons maintenant comment on s'en sert pour résoudre un problème algorithmique classique, la coloration de graphes. Voici un problème très concret. Chaque région de France est un sommet. Si deux régions partagent une frontière, on dessine un arc entre elles. Le défi, attribuer une couleur à chaque région de sorte que deux régions voisines n'aient jamais la même couleur, et si possible, en utilisant le moins de couleurs possible. L'algorithme qu'on va utiliser ici est dit glouton.
Pourquoi glouton? Parce qu'il est impatient, il ne réfléchit pas à long terme. À chaque étape, il prend la première solution qui lui semble bonne localement, sans se soucier des conséquences. Ici, pour chaque sommet, il regarde ses voisins et choisit la plus petite couleur disponible. Point. Ce n'est pas forcément la solution optimale au final, mais c'est une stratégie simple, rapide et souvent très efficace. C'est une excellente première approche. Et bien sûr, cette stratégie se traduit directement en code. Voici à quoi ressemble l'implémentation Python de cet algorithme glouton. On voit bien la fonction coloriage qui parcourt tous les sommets et pour chacun appelle la fonction next qui va chercher la plus petite couleur disponible en fonction de ses voisins déjà colorés. Et voilà le résultat. L'algorithme a tourné sur notre graphe des régions et a produit une coloration valide. Chaque région a une couleur, ici un numéro, et on a bien la garantie qu'aucune région voisine n'a la même. Le problème est résolu, mission accomplie. On arrive au bout. C'est le moment de prendre un peu de recul, de synthétiser tout ce qu'on a vu et de se concentrer sur les attendus exacts pour le jour de l'épreuve. Voici la fiche de révision, l'essentiel à maîtriser. Le jour du bac, il faut être capable de jongler avec ces 6 compétences. 1. Définir le vocabulaire. 2. Modéliser un problème réel. 3. Maîtriser les 2 implémentations techniques. 4. Et c'est ce qui fait la différence, justifier son choix avec la complexité. 5. Implémenter un algorithme simple. Et 6. Analyser son comportement. Si tout ça est maîtrisé, on est en position de force. On a vu un outil, de la théorie, du code. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la NSI, et les graphes en particulier, c'est bien plus qu'une matière. C'est une nouvelle façon de voir le monde, de le structurer. C'est une boîte à outils pour le décoder et peut-être même pour l'améliorer. Alors maintenant, la question se pose, la logistique mondiale, la propagation d'une information, l'organisation d'un réseau de transport, quel sera le prochain grand défi à modéliser avec un graphe? C'est ça l'esprit NSI. Bon courage pour les révisions.